Seriez-vous en accord pour obliger la tarification dynamique sur l'électricité? Là, Isabelle, on ouvre un panier de crabes cet après-midi. Sujet sensible parce que là, on touche directement à la poche du contribuable. 187 Cube Radio pour vous joindre à la discussion. 1-877-827-2346. Bon, écoutez, le réservoir de Caniapisco, on en a beaucoup parlé, j'ai toujours de la difficulté à retenir l'expression. Caniapisco est presque vide, donc c'est un immense réservoir là, tout au nord du Québec. Tu me faisais valoir que c'était dans la région administrative de la Côte-Nord. Mais c'est très loin. Puis en fait, on peut pas y aller de la Côte-Nord. La seule route passe par Rouyn, puis le recoupe, bref. Et en plus, plus c'est vide un barrage, plus l'eau qui passe dans le barrage génère moins d'énergie. Donc là, ça devient vraiment un problème. On est à 24 %, donc vide aux 3/4. Faut savoir par contre qu'au printemps, il y a toujours une baisse du niveau de l'eau, mais cette fois-ci, c'est plus marqué. Mais l'année dernière, je pense, c'était 34. C'est ça. Là. Fait que là, on est plus bas. Puis c'est comme depuis 20 ans, ça n'a pas été aussi bas. Donc c'est un peu inquiétant quand même. Il y a beaucoup d'autres barrages, il y a d'autres sources de production. Mais c'est le plus gros. La question qu'on voulait vous poser, c'est qu'est-ce qui arriverait demain si on manquait d'électricité au Québec? Si vraiment, là, on arrivait à un constat que, mettons, qu'il ne pleut pas là, dans ces réservoirs-là, puis là, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, qu'on manque d'électricité, est-ce qu'on couperait l'électricité entre minuit et 6 heures? Plus d'électricité, les feux rouges s'éteignent, plus de chauffage, plus de clim, plus rien. Ou est-ce qu'on trouverait des façons de convaincre les gens de consommer moins, peut-être, ou de produire eux-mêmes leur propre énergie dont ils ont besoin? Donc, tu vas pédaler ton énergie? Non, mais tu sais, oui, à la limite, mais j'ai déjà fait les calculs, il n'y a pas aucun intérêt à pédaler pour ton énergie. Non, mais je pense de panneaux solaires, puis toutes sortes d'affaires géothermie, qui n'est pas de la génération, mais de l'efficacité. Bref, un des problèmes, on le sait au Québec, c'est que l'énergie est vraiment peu chère, une des moins chères au monde, puis les seuls pays où c'est moins cher, c'est souvent des pays qui en arrachent politiquement, on va se dire ça comme ça. Puis à ça, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est la seule affaire justement qu'on paie pas cher. Est-ce qu'on peut pas nous garder le niveau bas? Je suis pas là pour dire qu'il faut changer quoi que ce soit, mais c'est sûr que quand l'électricité est très peu chère, on a beaucoup moins d'intérêt. C'est moins payant de changer tes fenêtres, de mettre une thermopompe, d'installer justement des panneaux solaires, parce que, coudonc, c'est pas rentable, c'est pas payant. On fait quoi alors? Ben, une des pistes qu'on voulait explorer avec vous, puis on vous écoute là, si vous avez des commentaires tout au long de cette entrevue, mais on voulait parler du côté des entreprises. Il y a pas mal de choses qui se font. L'énergie est souvent plus chère pour les PME. On est avec Simon Lafleur, qui est PDG de Sunbird Energy, qui accompagne en fait les entreprises dans leur transition énergétique. Bonjour, M. Lafleur. Bonjour, M. Gosselin, Mme Perron. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dites-nous, est-ce que le Québec doit apprendre à consommer moins ou mieux son électricité, selon vous? Oui, c'est clair. Je pense que la base, c'est de mieux la consommer, mais ensuite, puis c'est un peu, je crois, le sujet de notre échange aujourd'hui, c'est de la consommer peut-être plus intelligemment. Donc, vous accompagnez des entreprises à faire ça exactement. Je sais pas là, un entrepôt, un manufacturier, une serre. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour justement réduire ou être plus intelligent dans la façon dont on consomme l'électricité au Québec? Ben oui. En fait, nous, on pense qu'il y a une nouvelle façon de consommer l'énergie au Québec. On le voit dans les nouvelles, là, surtout dans la dernière année. Cette nouvelle façon de consommer-là, elle passe par produire de l'énergie sur place, chez les entreprises, donc sur les entreprises habituellement, avec de l'énergie solaire ou avec du mur thermique, emmagasiner de l'énergie pour se soustraire du réseau en période de pointe. Puis on pourra justement aborder la TDT là, rapidement. Puis la TDT, on contrôle tous ces éléments-là. C'est la tarification dynamique, c'est ça, M. Lafleur? C'est la tarification différenciée dans le temps, oui, ou la tarification dynamique. Okay. Donc, l'offre, c'est solaire, stockage et contrôle logiciel pour gérer intelligemment l'énergie consommée. Chez le client commercial, comme vous le mentionnez, en entreposage, en transport, en manufacture, il n'y a presque pas de clients chez qui ça ne s'applique pas. Et ça, quelqu'un qui veut essayer d'adapter sa consommation, ça peut coûter combien avoir ce genre de système-là chez sa compagnie, chez eux? Oui, c'est une super bonne question, puis malheureusement, il n'y a pas de réponse à ça. Faut le voir plus comme combien ça coûte consommer de l'énergie, puis combien ça coûte consommer l'énergie que ces systèmes-là produisent. Mais combien, s'équiper à la base, ça coûte combien? Donc, s'équiper chez vous, par exemple, Mme Perron, ça pourrait coûter entre 20 et 100 000. S'équiper sur vos bureaux à Montréal, ça pourrait aller de 200 à 2 millions. Donc, si vous voulez un prix absolument, ça ressemble à
à ces ranges de prix-là. Mais si on revient plus sur le concept de combien ça nous coûte consommer versus combien ça nous coûte... Oui? Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que qu'est-ce qui va motiver un consommateur à changer sa façon de consommer s'il y a un prix de base? Comment on va convaincre les gens de se dire il y a un bénéfice à long terme quand nous, on vit au mois, au jour le jour? Ouais, on va appeler des entreprises comme Sunbird Energy, comme nous, parce que nous, on offre un modèle où on peut souscrire à son efficacité énergétique sans débourser un seul sou de capital. Comment ça marche concrètement? Je reprends l'exemple de votre propriété, Mme Perron, ou prenons l'exemple du bureau de TVA, par exemple, ou du bâtiment dans lequel vous vous trouvez. Ben, le propriétaire du bâtiment n'aurait pas à payer le 2 millions de dollars pour son projet aujourd'hui, qui lui ferait sauver des économies sur 20 ans. À la place, on lui ferait une mensualité qui correspondrait à ses économies, puis dans le temps, cette mensualité-là serait plus petite que ses économies. Donc, on dit souscrire à son efficacité énergétique. Si on peut le voir d'une manière très imagée, on achète 20 ans d'économies le jour 1, mais on met ces économies-là sur 20 ans. $0 nécessaire, que ce soit pour le propriétaire du bâtiment dans lequel vous êtes ou que ce soit pour vous-même dans votre propre maison chez vous. Donc, ça veut dire qu'essentiellement, c'est comme un système par abonnement, là, comme on voit dans plein d'autres industries. C'est vous qui faites l'installation, c'est vous qui, évidemment, faites un peu la mesure, peut-être, là, de tout ça. Puis, ultimement, vous repayez sur les économies de vos clients, là, si je comprends bien, M. Lafleur. Non, même pas. Même, on est allé dans un modèle, je vais pas dire beaucoup plus pour pas nuire à ces modèles-là, mais un modèle un peu différent que nous, on juge plus facile à expliquer puis plus transparent, dans lequel le client garde ses économies à lui, à 100%. Le client s'engage dans un contrat de location d'équipement. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est, puis on le voit dans les 14 recommandations qui ont été amenées au comité consultatif, le solaire, la gestion intelligente de l'énergie, ça en fait partie. Mais ensuite, quand on regarde un article aujourd'hui de Francis Veil qui disait le plus gros frein à adopter ces systèmes-là, c'est le capital nécessaire en amont. Ben, nous, on adresse la complexité en offrant une solution clé en main et le capital en amont en permettant à ces clients-là de le louer le système. Si ce système-là vous permet de faire $500 d'économie par mois, potentiellement vous allez le louer $600 par mois fixe pendant 20 ans. Donc là, vous me dites, je vais être perdant la première année. Oui, mais l'énergie augmente de 4% par année pour les 3 prochaines années. Donc là, rapidement, à l'année 3-4, vous allez être positif, mais votre paiement, lui, va rester le même toute la durée des 240 mois. Combien d'entreprises présentement adhèrent au système de Sunbird Energy? On en a plus d'une vingtaine qui sont en installation cette année. Donc, ça va totaliser presque 35 ou 36 entreprises au total d'ici la fin de l'année. Puis on parle de grosses entreprises. On parle d'entreprises manufacturières, dans le transport, dans toutes les régions du Québec. Donc, c'est pas un projet pilote, c'est pas des solutions pilotes, c'est pas des systèmes qui ont jamais été déployés nulle part. Le solaire a 20 ans d'ancienneté dans le monde et performe très bien. Même chose pour les batteries. Donc, on n'arrive pas avec une innovation dans les systèmes. Je pense qu'on arrive dans une innovation dans comment on gère ces systèmes-là avec notre logiciel, puis comment on rend ces systèmes-là accessibles en ne demandant pas de capital en amont. Steven se demande sur la messagerie texte, est-ce que le système a une garantie à vie? On garantit le système sur la durée d'allocation des équipements. Donc, c'est garanti pendant 20 ans. C'est pas une garantie, c'est une garantie de performance, là, et non pas de fonctionnement. Donc, quand on parle d'économies qui sont générées, on veut garantir la performance pour que ces économies-là s'y retrouvent, là. Puis là, si je comprends bien, donc c'est comme garanti, là, les économies que vous promettez à vos clients, c'est comme il va faire soleil, on va faire du stockage, on va jouer un peu sur les tarifs chers, tarifs pas chers, là, selon la tarification dynamique. Ouais. C'est comme pas mal assuré. On ne garantit pas les économies. Le concept, c'est qu'on a une cinquantaine d'années météo, puis on est capable de se baser là-dessus pour se dire, dans les 20 prochaines années, on s'attend à ce que cette tangente des 50 dernières se poursuive avec quelques écarts. Okay. Donc, les économies ne sont pas nécessairement garanties. Si on vous parle d'économies garanties, posez-vous une question, levez un petit drapeau. On n'est pas dans la magie, là. Dites-vous que ces systèmes-là ne sont pas rentables on parle de si on est dans le commercial, entre 6 et 9 ans, dans le résidentiel, entre 10 et 14 ans, dépendamment de votre maison, puis vous êtes où, puis etc. Et c'est pas, on change pas de char avec ça demain matin pour embarquer dans votre vision, là. Mais revenons, puis si vous me permettez, si on peut revenir sur le barrage, il faut comprendre que ce barrage-là, c'est un réservoir qui est
qu'on pourrait appeler un réservoir de tête. Là. Son rôle, c'est de régulariser l'apport en eau sur plusieurs saisons, voire années, pour le complexe Lagrange. Ouais. Fait que c'est bien qu'on en tire des conclusions, puis qu'on prenne l'occasion de ce constat-là, de se poser la question, mais demain matin, on ne manquera pas d'énergie. Il ne faut pas s'alarmer. Là, non. Mais ce que les gens viennent à se poser comme question, c'est est-ce qu'on doit restreindre notre électricité? Est-ce qu'on doit ajouter une tarification dynamique? Est-ce qu'on doit exporter plus cher? C'est plusieurs questions, mais est-ce qu'on doit se restreindre? Est-ce qu'on consomme trop d'énergie parce que c'est trop accessible, parce qu'on est habitué de l'avoir chez nous? Bon, moi, mon point de vue, c'est que quand on ne valorise pas une ressource, elle est surutilisée. Je crois que l'énergie au Québec, elle est pas chère, donc surutilisée. On pourrait faire le même constat avec l'eau potable. Aujourd'hui, les discussions qui sont mises de l'avant concernant la tarification dynamique, c'est parce qu'il y a un enjeu de puissance chez Hydro-Québec. On veut que les gens consomment moins durant certains moments, d'où la dynamique de la tarification. Nous, ce qu'on propose, c'est de dire à ces entreprises-là de ne pas se serrer la ceinture durant les moments de pointe, mais de consommer de l'énergie qui est produite sur place ou qui a été emmagasinée au préalable lorsque c'était pas un moment de pointe sur le réseau d'Hydro-Québec. Mais pour Francis, qui n'est pas Francis Gosselin, mais l'auditeur qui nous texte au 187 Cube Radio, il dit pour lui, la tarification dynamique pénalise les gens qui travaillent de jour. Le jour, on ne peut pas profiter de notre lave-vaisselle, par exemple. Ça se passe le soir, souvent où il y a des pics énergétiques. Bien, elle pénaliserait, mais en fait, oui, en fait, votre auditeur sur le fond aurait raison. Je ne pense pas qu'on devrait le voir comme une pénalité. On devrait plus le voir comme un sentiment de collaborer avec le réseau puis de faire sa part. Là. Présentement, là, on vous demande, on a vu là, il y a quelques années la fameuse publicité de l'ancien ministre Fitzgibbon où on partait de la vaisselle à minuit. On partait de la vaisselle à minuit pour faire son devoir de citoyen diligent dans notre consommation d'énergie. Si on amène une tarification dynamique ou différenciée dans le temps, c'est parce que les gens le font pas. Il y a longtemps eu la carotte, puis le bâton, malheureusement, s'en vient, puis ça pourrait pénaliser les gens qui travaillent la nuit puis qui vivent le jour, effectivement. Mais donc, est-ce qu'on devrait craindre, parce qu'on parle d'efficacité d'énergie du réseau, est-ce qu'on devrait craindre l'ajout des voitures électriques sur nos systèmes? J'aime ça, on touche à tout aujourd'hui. Non, il ne faut pas craindre l'ajout des véhicules électriques. Puis je pense que, sans généraliser, les électromobilistes sont beaucoup plus sensibles sur la valeur d'1 kWh d'énergie que la majorité de la population, parce que c'est ce qui les fait se déplacer. Si on parle de quelle est la valeur d'un litre d'essence, tout le monde est au courant de ça. Malheureusement, tous ceux qui n'utilisent pas de kilowattheure pour se déplacer ont un peu moins de sensibilité. Donc, les électromobilistes, eux, je pense qu'ils font attention, puis ils mettent la recharge de leur véhicule la nuit. Ils déplacent les charges de leur bâtiment. Ils sont conscients de l'impact de leur consommation sur le réseau, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tout le monde, parce que dans les 50 dernières années, ça a été un buffet ouvert. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait imaginer que c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, là, que la voiture serve de batterie, justement, d'emmagasiner l'énergie dans l'auto, puis qu'après, quand vous dites la perte de pointe et tout ça, justement pour éviter de partir son lave-vaisselle à minuit, que ce soit non pas Hydro qui fournisse l'électricité du lave-vaisselle, mais l'auto qui fournisse l'électricité du lave-vaisselle? Ben oui, absolument. Puis, je pense que vous venez techniquement de décrire Sunbird Energy pour le commercial et l'industriel. Au lieu de prendre les véhicules des entreprises avec lesquelles on travaille, on déploie des solutions de stockage, des batteries fixes, boulonnées sur des dalles de béton, qui, elles, font exactement office de source d'énergie lorsque le réseau est dispendieux ou va devenir dispendieux avec une tarification dynamique. Mais pour que les gens soient conscientisés là, avec leur gestion d'hydroélectricité à la maison, est-ce que la seule façon de les conscientiser, c'est de jouer avec le prix? Est-ce que c'est la seule façon? Non, mon Dieu, malheureusement, ça va en faire partie, mais je pense qu'il y a une grosse partie d'éducation. Puis si on remarque là, dans les peut-être 5 dernières années, Hydro-Québec a vraiment mis de l'avant des démarches d'éducation sur la valeur de l'énergie, sur le moment qu'on la consomme, sur d'où elle vient, sur quelles sont les communautés impliquées dans la production. Donc, l'éducation est une réponse à cette question-là. Mais je dirais que malheureusement, le prix va être aussi une réponse à cette question-là. Puis on le voit avec l'eau potable.
Un petit de Cobradon, on vous pose la question, seriez-vous en accord pour obliger la tarification dynamique sur l'électricité? On a Denis Boyer, qui est considéré là, dans son quartier comme un citoyen modèle en économie d'énergie. Il va nous expliquer là, comment il a réussi à réduire de moitié sa facture d'énergie. Allô, Denis? Oui, bonjour. Denis, c'est quoi le truc? Qu'est-ce que vous avez fait? De moitié. C'est beaucoup. De moitié, c'est pas encore complètement démontré, mais on se dirige assez sûrement dans cette direction-là. En fait, juste pour expliquer un peu la situation, donc notre famille a déménagé au mois d'août dernier dans une maison un peu plus grande parce que mes filles avaient besoin de chacun leur chambre, donc il nous manquait une chambre dans notre maison. Donc on est parti d'un condo, une maison unifamiliale. Donc dans notre condo, on consommait vraiment peu en fait. Mais dans une maison unifamiliale, il y a plus de pertes. Il y a des murs extérieurs partout. Il y a un toit qui mène dans l'extérieur. Donc, normalement, on s'attendait à consommer pas mal plus. Puis, on a regardé sur Hydro-Québec. On peut voir la consommation à laquelle on peut s'attendre basée sur... Puis, qu'est-ce que vous avez fait? Ça a été quoi les actions que vous avez posées? Donc, on a comparé... moi, j'ai comparé notre consommation pour l'hiver. Donc pour une même période, mais en fait, on a un hiver plus froid que la période de comparaison, qui était 2023. Donc, grosso modo, 5 degrés plus froid en moyenne. 5 degrés? On a 5 degrés plus froid à l'extérieur pendant la période hivernale. Dans la maison, ça? Non, dehors. Ah, dehors. Oui, pas dans la maison, ça serait très inconfortable, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on a quand même économisé 750 $ par rapport à la période. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour économiser autant? Il nous reste 30 secondes. OK, il reste 30 secondes. Une grosse partie, en fait, c'est on a fait installer des thermostats ILO. Okay, donc, on fait partie du tarif FlexD. Donc, ça nous a permis d'économiser 350 $. Le reste, c'est juste des petits gestes. Un gros poste de consommation, c'est évidemment le chauffage le plus gros. On utilise les thermopompes dès qu'il fait assez doux à l'extérieur, donc presque uniquement des thermopompes pour chauffer. Puis un autre gros poste de consommation, c'est l'eau chaude. Donc on prend des douches assez rapides. En fait, ma famille est toute conscientisée au principe là, de l'économie à la fois d'eau potable et d'énergie. Vous devez avoir une belle peau, Denis. Ça a l'air que c'est pas bon, trop d'eau chaude. Ça doit être bon, ça. Économie de crème. La température de l'eau est probablement la même que si on prenait des douches plus longues, mais disons, on économise quand même. On se mouille, on arrête l'eau pendant qu'on se mousse. On peut nettoyer comme il faut, puis finalement, juste se rincer à la fin, une fois qu'on a lavé les cheveux et tout ça. Ouais. Donc, vous n'êtes pas rendu à vous laver à des barbouillettes, là? 3 minutes. Pardon? Vous n'êtes pas rendu à vous laver à la débarbouillette, là? Non, absolument pas. Okay. Il n'y a aucun changement qui nécessite là, de se priver du confort. C'est vraiment juste de faire des petits gestes. Je pourrais vous en nommer plein d'autres. On diminue la température en hiver pour pas chauffer comme si on était dans une maison en plein été. Là. Donc, la température, on la garde à environ, 22 degrés. OK, donc c'est pas excessif. En été, on climatise pas à moins 15, on climatise à 24, 25. Donc, il y a des gens qui aiment sentir un gros contraste. Quand ils rentrent dans la maison en hiver, ils veulent que il fait chaud, là, genre 25 degrés. Puis en été, ils climatisent à 18. Donc, il faut faire le contraire. Okay, donc, on peut garder la maison un peu plus froide puis s'habiller confortablement en hiver, puis un peu plus chaude puis s'habiller en conséquence. Encore une bonne idée. Denis Boyer, merci beaucoup, citoyen modèle pour ces précieux trucs. Ben oui, exactement. On prend des notes. Puis on espère peut-être qu'éventuellement Sunbird permette aussi aux résidences de faire ça. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien... En fait, le gros obstacle, Isa, j'ai déjà, moi, pensé à mettre des panneaux solaires, des batteries, tout chez nous. Mais écoute, ça coûtait, comme il disait, des 20, des 30 000. C'est comme, qui c'est qu'il y a ça, dans sa petite poche arrière. Là. Et dans un condo, est-ce que tu vas faire ça, alors que tu vas le vendre ensuite? Si t'es propriétaire, ça peut être intéressant parce que, je te dirais, si t'es propriétaire, ça fait baisser le prix. Fait que c'est sûr que si tu dis, hey, je vends mon condo
auto, je sais pas, 300 000, puis ça coûte 20 piastres d'électricité par mois au lieu de, je sais pas, 100 piastres, ben tu sais, ça fait partie du calcul, donc ça valorise à quelque part la patente. Mais il faut que tu l'aies assez longtemps pour rentabiliser ton investissement. Et comme on l'a dit plusieurs fois pendant le segment, l'électricité coûte tellement pas cher que la rentabilité est pas là. Tu sais, des places, là, je lisais là-dessus, en Italie, là, ils payent comme 7 fois plus cher que nous. Mais fait Francis, que c'est la seule affaire qui nous reste, l'hydroélectricité pas chère. Mais ça donne surtout envie de déménager en Italie. Ben vas-y, tu nous ramèneras du gelato. Simon Lafleur, PDG de chez Sunbird Energy, merci d'avoir été avec nous pendant que Francis commence à faire ses valises pour l'Italie.